Me voilà arrivé dans la région du Condor, au milieu des immenses montagnes de la cordillère des Andes, à l'extrême nord-ouest de l'Argentine. Il est difficile de se représenter l'immensité. Le haut plateau andin sur lequel je me trouve oscille entre 3 et 5 000 mètres d'altitude, si bien que les nuages caressent souvent le flanc des montagnes et que la terre donne l'impression d'habiter dans le ciel. Nous sommes à plus de 3200 mètres d'altitude dans les montagnes de la précordillère, avec les conditions climatiques similaires à la Puna. Le hameau de Santa Rosa de Tastil est très étendu, mais il n'y a que 25 personnes en ville, pas plus. Le reste des maisons est dispersé dans les montagnes. Buenos días, niños. Sigan. Notre école est une école rurale avec peu d'élèves. Cette année, nous avons 13 élèves de classes différentes. Les âges varient entre 5 ans en CP jusqu'à 12 ans en 5e. América del Sur. Y América del Sur tiene varios países. Nuestro país, ¿cómo se llama? La República Argentina, que se divide en provincias. ¿Cuál es nuestra provincia? Salta. ¿Cómo se dividía Salta? En departamento. ¿Cuántos departamentos tiene Salta? 23. L'école est isolée parce que nous sommes à 100 km de Salta. Pour vous dire, ici il n'y a pas de réseau téléphonique et nous sommes comme coupés du monde. Le seul moyen pour envoyer et recevoir des messages, c'est d'utiliser la radio sur le canal AM 840. Par exemple, si quelqu'un veut envoyer un message à l'un de nous, il contacte Salta, s'il a accès à un téléphone bien sûr. Ensuite, la radio diffuse son message sur les ondes partout dans la région. ¿Qué fecha se realiza la fiesta de la Pachamama? En el mes de agosto. Une école unique pour une classe unique. Et son existence, presque un miracle. Ces enfants de tous âges tissent sans le savoir les liens qui les maintiendront dans cette petite vallée. La maîtresse, elle, ne l'ignore pas et mesure parfaitement l'importance de son rôle. Je dis toujours à mes élèves, je vais bientôt prendre ma retraite. Il faut que certains d'entre vous se forment pour devenir professeurs ou infirmiers et surtout que vous reveniez dans votre village. Être entouré de montagnes, ça peut être oppressant ou bien ça peut transmettre un pouvoir magique qui permet de se connecter avec soi-même. Moi,
J'aime la montagne et j'adore être ici à Tastil. Je ressens toute la force de l'énergie que l'on peut respirer ici. S'il y avait ce fameux mal des montagnes qui me frappe douloureusement les tempes depuis mon réveil, rien de ce qui m'entoure ici indique que je suis à plus de 3000 mètres d'altitude. Je suis visiblement le seul à être affecté par le manque d'oxygène. La montagne s'adresse à moi et me signale sa présence. Elle me rappelle que je traverse l'une des régions habitées les plus hautes au monde. Et ce drapeau rouge et noir, emblème de la région de Salta, revendique fièrement la singularité de cet endroit. Les enfants n'ont classe que le matin. Après le déjeuner, ils quittent l'école pour rejoindre leur maison, plus haut dans la montagne. Une fois rentrés chez eux, une seconde journée va commencer. À cette altitude, le climat est rude la majeure partie de l'année. Et la chaleur écrasante de l'été alterne inlassablement avec le froid extrême de l'hiver. Presque rien ne parvient à pousser entre les pierres. Et le vent puissant descendant de la crête des montagnes n'amène avec lui que des nuages sans pluie. Plantes et animaux manquent rapidement d'eau. Pourtant, l'homme a depuis toujours peuplé cette région difficile. Vers le VIe siècle, les Incas, et avant eux les Diaguitas, construisirent dans ces montagnes de véritables villes, difficilement imaginables de nos jours, léguant une histoire, une culture et des rites encore pratiqués à notre époque. C'est ainsi que me parvient, depuis la profondeur des âges, cette mystérieuse danse du Suri. Les plumes sur ces costumes sont celles d'une petite autruche, appelée Suri. Son comportement étrange à l'approche de l'orage a inspiré cette danse pratiquée dans l'espoir d'être entendue par le dieu de la pluie.
Celui qui habite le plus loin, c'est Nelson Copa. Il est à 6 km. Sinon, Carlos et sa petite sœur Annabelle sont à 5 km. Et après, il n'y a plus personne. Pour aller à l'école, ça me prend environ 15 minutes si j'y vais à Dodane et au galop. Entre-temps, il faut compter 30 minutes. Et alors en marchant, en étant un peu fatigué, 1 heure. Au début, ça me paraissait loin et puis après, je me suis habituée. Je fais le chemin avec mes amis, on discute. Et sans même m'en rendre compte, je suis arrivée chez moi. Ici, lorsqu'on travaille la terre, c'est principalement pour des raisons de subsistance. Et si d'aventure il reste quelques excédents, ils serviront pour faire du troc entre voisins. Ici, nous cultivons principalement la fève, les petits pois, la patate créole et le maïs. Mais comme on est dans une zone très froide de la précordillère, on est assez limité dans les variétés. Mais c'est une bonne terre et on l'aime. C'est notre moyen de subsistance. On la travaille tous les jours, mon fils Angel et moi, pour pouvoir survivre. Après 24 années passées à Salta, je suis revenu à mes racines. Je ne me suis jamais vraiment habitué à la vie en ville et je suis revenu ici en 2006-2007. J'ai commencé cette aventure, cette expérience. C'est comme un rêve que je devais réaliser. C'est merveilleux pour moi d'être ici, entouré des montagnes de la cordillère. C'est ça ma vie. J'ai été une fois dans un endroit sans colline. Je sais pas, je me suis senti perdu. Être au milieu des montagnes, c'est comme être protégé. Ça facilite l'orientation aussi. On sait toujours dans quelle direction marcher. Je me souviens qu'un jour, je me suis dit, j'ai 40 ans. Et les prochaines 40 années, ou peut-être moins, je voudrais les vivre à ma façon, faire ce que j'aime, ne pas continuer à être employé et suivre des horaires. J'ai décidé d'être indépendant et depuis je lutte dans ce sens. Ce paysan cultive d'autres terres situées bien plus loin, à 7 heures de cheval de sa maison. Pour s'y rendre, il emprunte quelle que soit la météo, les sentiers sinueux et escarpés par-delà l'école. De l'autre côté, une terre plus fertile l'attend. Les récoltes y sont meilleures et la pluie plus généreuse. Si bien que durant une grande partie de la semaine, il doit rester là-bas, à s'occuper de ses champs, laissant son fils apprendre seul sa vie d'homme au milieu des montagnes. Car l'autre partie de la famille, sa mère et ses 4 frères et sœurs, ont fait un tout autre choix, celui de Salta, la grande ville, à 100 km de là. C'est vrai, ça m'arrive de me sentir seule parfois. Quand mon père est parti et que ma grand-mère n'est pas là non plus. Enfin, pas vraiment seule, car je peux toujours m'amuser avec mon chien ou avec mon âne. Mais oui, il y a des jours où je me sens vraiment seule, sans personne.
Il fait vraiment très froid en hiver, tellement froid que même les oiseaux meurent. Je me souviens, une année, il avait tellement neigé que les oiseaux sont entrés dans la maison. La maison était pleine d'oiseaux, il y en avait partout. Quand j'ai pas grand-chose à faire à la maison, je vais vendre au village les fromages que prépare mon père. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent pour acheter ce dont on a besoin. Ce que fait Angèle aujourd'hui, c'est ce que je faisais moi-même à son âge. Et j'aime vraiment l'idée qu'au moins un de mes enfants aime faire ça. Au moins un. La volonté de cet homme à vivre cette vie en dépit des difficultés sera sans doute un modèle pour son fils au moment où il devra, à son tour, décider de la sienne. On apprend toujours d'un voyage. Personnellement, je sais que je me sens bien dans les endroits où la majesté et la puissance de la nature conduisent à l'humilité. La montagne inspire, protège ou punit ceux qui vivent à ses côtés. Elle impose un rythme aux hommes, transformant chacune de leurs tâches en effort quotidien, chaque initiative en défi, chaque déplacement en véritable voyage. Pour ces bergers, comme pour tous les habitants de cette minuscule vallée, la vie se cale logiquement sur le rythme dicté par la nature. Nos frénétiques vies urbaines nous font oublier le temps originel. Le temps que demande la vie pour se déployer. Le temps pour une plante de pousser, ou pour ses chèvres et ses moutons de paître dans le pré. Et je ne crains plus le temps qui passe. Je le trouve beau. En descendant vers le plateau, 1000 mètres en aval, je passe par quelques petits villages, dont celui de Seclanta, réputé pour son travail de la laine. Dans la zone, on tisse depuis plus de 100 ans. Tout a commencé avec le grand-père de mon père,
puis le père de mon père, et enfin nous, qui prenons la relève. Mes filles s'y sont mises aussi. Bref, c'est une histoire de famille, on se transmet ça de génération en génération. Il n'y a pas une seule machine ici. Tout ce que vous voyez est fait entièrement à la main. Nous n'allons pas ailleurs acheter du tissu déjà tout fait, non, pas du tout. Nous réalisons tout à la force du poignet. Les quelques 400 habitants clairsemés dans ce village de montagne n'ont pas de commerce fixe, et il incombe à ce marchand ambulant d'approvisionner quotidiennement les maisons en bord de route, permettant ainsi à cette famille d'artisans de se consacrer pleinement au tissage. Alors ici, on est 2, 4, 6, nous sommes 6 à travailler dans la maison. Et dans la maison de ma mère travaille le reste de la famille. Ils sont 14 ou 15, du plus jeune au plus âgé. Oui, ça va, nous on s'en sort. On peut vivre de notre métier grâce au tissage. Il y a de moins en moins d'artisans comme nous dans le coin. On est presque les seuls aujourd'hui. Avant ici, à Seclanta, il y avait une école dans le village. Mais maintenant, elle n'existe plus. Vous avez remarqué en arrivant le peu de tisserands. Eh bien avant, c'était plein de tisserands qui faisaient des ponchos entièrement de manière artisanale. Maintenant, il ne reste plus que ceux qui y croient encore vraiment, comme nous. Il faut sélectionner le mouton, le tondre, filer la laine, la teindre, sélectionner le tissu du poncho, coudre, faire les ourlets, placer la frange. Il faut entre 20 et 24 jours pour réaliser un poncho. Il faut vraiment que ça vous plaise pour décider d'en faire votre métier. Dans la région, le gaucho utilise beaucoup ce poncho. Il le porte pour se protéger, comme une cape. S'il se fait prendre par la pluie, eh bien, ce poncho est imperméable. La pluie glisse dessus. Bon, évidemment, si la pluie est trop forte, il n'y a rien à faire. Mais enfin, on peut dire qu'il est imperméable.
Et à propos de sa couleur, le rouge et le noir, eh bien ça vient du célèbre Gaucho Güemes, qui a lutté dans la bataille. Le rouge, c'est pour le sang qu'il a versé, et le noir, là, c'est pour le deuil, quand il est mort. Le rouge et le noir du poncho, c'est donc en l'honneur de Güemes. Voilà ce qu'est le poncho salteño. Eso es lo que representa el poncho salteño. Gaucho est le terme utilisé en Amérique latine pour désigner les cavaliers, gardiens de troupeaux. Quotidiennement au contact de la nature et partageant des conditions de travail difficiles, les gauchos se sentent appartenir à un même groupe social et voient dans ce poncho un de leurs attributs distinctifs. Moi, je suis né avec ce métier, je le ferai toute ma vie. Je suis trop vieux pour changer et aller chercher un autre travail. Aujourd'hui, ils te demandent d'avoir moins de 30 ans pour travailler, sinon ils ne t'embauchent pas. Non, pour moi, c'est plus possible d'abandonner ce travail. Je mourrai en faisant ça, c'est sûr. Il est difficile de séjourner dans la province de Salta sans entendre parler de Güemes, la figure de l'indépendance du Nord-Ouest, dont le poncho salteño rouge et noir ravive le souvenir. Dans cette partie nord de l'Argentine, Martín Miguel de Güemes est un véritable héros national. Au début du XIXe siècle, il a su habilement transformer l'attachement viscéral des gauchos à leur terre en patriotisme. Ainsi, aidé de milliers de ses fermiers à cheval et soutenu par la population locale, il parvint à chasser le colonisateur espagnol de ces contrées, ouvrant dès lors une nouvelle ère pour les Argentins. Je laisse derrière moi les flancs de la cordillère pour descendre plus bas vers la plaine. Le bas-côté de la route se peuple doucement d'étranges silhouettes. Les gauchos quittent un à un leurs champs et commencent à converger. Certains sont en route depuis l'aube, car les distances sont longues à dos de cheval. Mais personne ne veut manquer la fête qui se prépare. Avant d'atteindre le lieu des festivités, je traverse de nombreux villages et je m'arrête quelques instants dans la charmante ville de Cachi pour une rencontre poétique que je ne voudrais surtout pas manquer. Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Ay, qué hermoso! ¿Querés que yo te lea una? Ay, mira, vamos a repetir juntos. Vamos a leer Los Pomporerá. Après la classe, mes enfants aiment à passer quelques instants dans cette bibliothèque, aux côtés de cette femme conteuse d'histoires. Virijo, virijo, de pico picotijo de Pomporerá. Mi mamá Missy. Des mythes et légendes, des contes, des rêves, et des histoires écrites par des hommes et des femmes, ici ou ailleurs, pour faire de chaque coin de la planète un monde à part entière. El Martincito no sabía. Estudiar y preguntar. El saber nunca está de más. Cierto, porque ¿sabe qué? Nos estamos dejando pasar el tiempo.
Cette femme cache quelque chose derrière ses apparences de conteuse. Et le plus étonnant arrive toujours quand on ne s'y attend plus. Soy Arjona, apellido que lo tiren al río sobre la espuma y volver. Del campo soy, señores, no voy a decir que no. En los cerros que aparecen, ahí abajo vivo yo. Si j'écoute mon cœur, la coplera me raconte beaucoup de choses. C'est avant tout la manifestation des sentiments. Quand je chante, je sens que ça vient de l'intérieur, que ça vient de mon cœur. Si on n'a pas cette sensibilité, alors il est préférable de s'abstenir de chanter. Car celui qui l'écoute s'en rend compte tout de suite. Porque enseguida el quien lo escucha se da cuenta. Cantan de puertas para adentro. La coplera en sí es la que ella arma. Une coplera est généralement écrite par la personne qui la chante. Y la que canta. On ne chante pas la coplera de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de très personnel. Pour moi, la femme qui chante une coplera improvise. Elle revendique, elle s'affirme, ou elle répond à une autre coplera. Elle n'a pas peur. Et elle n'a jamais honte de dire ce qu'elle pense. Petite, je me souviens que le simple fait d'entendre le tambour résonner me remplissait de joie. Les carnavals se déroulaient dans l'après-midi et quand on m'envoyait surveiller les chèvres, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi en courant, avant que le soleil ne se couche, car je savais que tout le monde était en train de chanter. Porque de Cachi soy, señores, tierra del pimentón, donde se hace el vino patero y se conserva la tradición. Assister à une coplera durant un carnaval est quelque chose de courant ici. Car on aime chanter en public ces sortes de ballades. Mais il est extrêmement rare d'assister à une coplera dans l'intimité, comme je viens de le vivre. Car il y a une sorte de pudeur liée à ce chant que je ne m'explique pas. Il est maintenant bientôt midi dans le village de Guachipas, et les festivités en hommage aux 100 ans de l'église vont commencer. L'occasion pour toute une population, généralement dispersée à des kilomètres dans les fermes ou les grandes propriétés alentours, de se retrouver dans une ferveur chrétienne bien palpable. Mélangés à cette foule, les gauchos croisés plus tôt sur la route attendent un signal pour se mettre en branle. Cette journée exceptionnelle permet aux différents clans de défiler sous leur bannière et d'afficher fièrement leur appartenance à une culture et une tradition commune.
L'élégance de leur tenue, la manière de conduire leur plus belle monture à travers toute la ville et la poésie de ces ailes de papillon formées de 2 morceaux de cuir montrent combien l'identité du gaucho est forte dans la région et me donne envie d'en apprendre davantage sur ce qu'ils sont. Après 3 heures de cheval à suivre les pas d'un gaucho à travers champs et bosquets, j'arrive enfin jusqu'à sa petite ferme, cachée au beau milieu de la campagne. Avec quelques voisins venus le seconder pour l'occasion, il entame ce que l'on nomme ici une pielada. Attraper un animal ne représente pas une difficulté à proprement parler pour ces hommes aguerris au maniement du lasso, bien au contraire. Ce qui fait la difficulté de l'exercice et l'intérêt d'une pielada, c'est justement d'allier la capture de l'animal avec une sorte de jeu d'adresse. Il ne s'agit pas tant d'attraper l'animal par tous les moyens, que de le faire habilement, en saisissant exclusivement les pattes avant. Être un gaucho ne se résume pas au fait de porter un chapeau ou un poncho. Être gaucho, c'est un sentiment qui vient du plus profond de toi. Ça veut dire être solidaire, aimable, simple, humble, et ce, en dépit des difficultés que tu rencontres. Le gaucho a toujours été une personne, peut-être pauvre, mais avec un cœur immense. Je me sens gaucho car j'ai toujours vécu comme ça. Je viens d'une famille très humble et tout ce que nous possédons provient de notre travail dans les champs. Aucun salaire, pas de revenus mensuels. Nous sommes des indépendants. Parfois on fait un bon mois, parfois pas. Parfois on a de l'argent, parfois pas. Mais bon, on survit comme ça. Je vous dis ça parce qu'avant, je travaillais comme gaucho dans une grande estancia. Je ne gérais pas mon temps, mais le gros avantage, c'est que chaque mois, je pouvais compter sur un salaire fixe. Quand tu travailles dans une estancia, tu travailles pour un propriétaire terrien contre un salaire.
Un gaucho se lève toujours avant le soleil. Et sa journée commence généralement en perçant la brume matinale. Dans les grandes propriétés, le changement d'échelle est radical et plus question de travailler seul. Ce sont des centaines d'hectares à parcourir et des milliers de bêtes à gérer chaque jour. Pour autant, le travail du gaucho ne change pas sur le principe. Il doit surveiller, administrer et soigner le bétail. Le travail en équipe est la norme dans les grandes estancias. Chiens, chevaux et hommes forment un trio d'une redoutable efficacité quand il s'agit de rassembler plus de 400 bêtes éparpillées dans un champ en quelques minutes. Les animaux passent le plus clair de leur temps en liberté dans les grandes étendues herbeuses. Pourtant, quelquefois dans l'année, il faut les regrouper dans des corrals, des espaces plus restreints dans lesquels on peut plus facilement vérifier leur état de santé et leur prodiguer des soins. Ce que les gauchos des estancias font à plusieurs sur des centaines de bêtes,
avec une organisation et une méthode quasi industrielle, le gaucho indépendant, lui, doit le faire seul, et de manière plus empirique sur son petit cheptel d'une vingtaine de vaches et de veaux. Entonces, se me ha presentado, o sea, poderme venir para Un jour, j'ai eu la possibilité de m'installer ici et je l'ai pris comme un défi. Je voulais savoir si je pouvais m'en sortir avec mon métier de gaucho. Je ne fais pas de bénéfices, mais Dieu merci, je ne manque de rien. Je travaille 3 fois plus qu'avant, mais ce qui me stimule, c'est que je le fais pour ma famille. Évidemment, mes revenus sont incomparablement inférieurs à ce que je gagnais dans l'estancia. Maintenant, la saison des pluies devrait commencer. Et il faut penser à semer le foin pour nourrir les animaux, car l'hiver approche. Les vaches vont bientôt mettre bas, et il faut vraiment qu'on soit prêt. J'ai hérité de cette terre de ma famille, et si nous avons décidé de nous installer ici, de rester ici, c'est pour nous occuper de ce lieu du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, je viens de fonder une famille. Et en tant que jeune marié, nous avons beaucoup d'attentes, beaucoup de rêves. Nous avons un très beau champ pour faire une infinité de choses, mais comme on reprend tout de zéro, nos rêves parfois nous filent comme du sable entre les doigts. Como un puñado de arena entre los dedos, ¿eh? La vie que je préfère, c'est celle-là. Ici, c'est toute une autre ambiance. Loin du bruit, loin de la pollution. On se sent libre de vivre comme on aime. J'aime ma vie. Et je voudrais que ce soit la même chose pour elle. On ne possède pas grand-chose, mais aujourd'hui, tout ce que l'on a, on le partage avec vous. On a juste de l'eau chaude pour faire du maté, un four pour faire du pain, des vaches si on veut manger un peu de fromage. Après, le chauffage, c'est au feu de bois. Notre électricité, c'est la lumière du soleil. Et la nuit, c'est celle de la pleine lune. Tout est très simple, naturel, et on improvise. On a la volonté de s'en sortir, alors le plus important, la priorité, c'est l'envie. Après, on verra si on réussit, si on a de la chance, car ici, c'est tout ou rien. On fait tout ça pour elle. En fin d'après-midi, la population se rassemble pour voir se mélanger sueur et poussière dans les derniers rayons du soleil.
Ahí estaba el Julián Villagra, siempre demostrando habilidad. Aquerenciado en Chicuana con toda sinceridad. Voy a expresarle mi canto y mi gaucho dialecto. Y así lo florea el payador, el bagual Eduardo. Le gaucho dompte le cheval depuis toujours. Mais il aime à se rappeler que face à sa puissance, il n'est rien. Et que sans son aide quotidienne, il n'aurait probablement jamais revendiqué la culture qui est la sienne. Ce simulacre de domptage est une parabole montrant combien l'arrogance de l'homme face à la nature conduit à l'échec, alors même qu'il lui doit tout. Je comprends maintenant pourquoi on m'avait tant parlé de l'humilité de ces gens. Moya, haga lograr el paisano, lo prendió en el cogote, se va en una balanza, se manotea el boqueo, sobresale la figura, se va en una balanza corto, ahora sí, haga romper el campo, tiempo, buena, aplaudida que fue buena, compañero. El jinete sevillano. Le monde n'attend pas, et je suis pressé d'aller à sa rencontre.